ce soir, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, nous allons parler d'eau, bien évidemment, et nous allons répondre à une question. Comment est-ce que l'arrivée d'eau dans nos maisons va changer l'architecture de nos domiciles, ici, à Bruxelles et ailleurs? Comment l'arrivée d'eau, mais aussi comment l'évacuation de l'eau va changer la façon dont on construit nos maisons. Et pour en parler, nous avons bien évidemment fait appel à Vincent Hemmans. Alors Vincent Hemmans, c'est un rappel même, puisque la ferveur populaire l'a fait revenir. Rappelez-vous, pour certains d'entre vous, je vois que vous étiez déjà là il y a une année, lorsque nous l'avions demandé d'intervenir dans le cadre de notre exposition autour de la lessive. Sa conférence avait eu beaucoup de succès, tellement de succès qu'on lui a demandé de revenir et de remettre le couvert. Et Vincent a accepté très gentiment de revenir virtuellement à la fonderie et de venir nous parler d'eau et d'autres choses, de maisons, d'architecture et d'autres choses, car Vincent est passionné d'architecture. Je rappelle qu'il est historien de l'art. Il dirige la cellule patrimoine de la ville de Bruxelles. C'est le monsieur patrimoine bruxellois. Il enseigne également l'histoire de l'architecture à l'ULB et à la Cambre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous avez certainement dans vos bibliothèques. Pensons aux dimensions de l'ordinaire. Là, je suis sûr que tout le monde l'a au milieu de ses livres préférés. Il y a d'autres monographies autour de la Grande Place, des maisons de la Grande Place, etc. Donc, il va nous parler ce soir de l'architecture et de l'eau, l'eau à tous les étages. Et nous comme d'habitude, si vous avez déjà suivi des webinaires de la fonderie, c'est-à-dire que moi, je vais très rapidement disparaître et Vincent va apparaître à ma place pour nous parler pendant 1h15. Et pendant cette conférence, vous avez l'occasion peut-être de poser vos questions par écrit dans la conversation. Moi, je vais m'en faire l'écho et à la fin de la conférence, je lui poserai vos questions et vous aurez aussi l'occasion peut-être de les poser oralement si vous levez votre main comme animateur de ce webinaire. J'ai la possibilité de vous donner la voix et de vous permettre de parler. Donc, à la fin de la conférence, si vous voulez intervenir oralement, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique parce que sinon, nous sommes toujours dans la distance, vous levez la main et moi, je vous donne la parole. Vous pourrez revoir cette conférence sur notre site internet aussi, puisque nous l'enregistrons. Et vous pouvez déjà visionner celle de Chloé Deligne, la première conférence de ce cycle, qui nous a parlé de l'histoire de la distribution d'eau à Bruxelles. Elle est présente sur notre site. Et Vincent sera le deuxième webinaire à figurer dans notre collection autour de l'eau. Voilà, j'en ai assez parlé. Maintenant, Vincent, je vais vous céder la parole en espérant que vous allez apparaître. Voilà, bonsoir. Voilà, il est là et moi, je disparais. Bonne conférence. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Heureux de vous savoir présent, même si je ne vous vois pas, pour cette seconde présentation de la conférence intitulée « Eau à tous les étages », à l'occasion de laquelle je vous propose de réfléchir à ce petit miracle qui nous permet de disposer à domicile d'un simple geste, d'une eau potable,
en quantité et à température souhaitée. Un petit miracle qui est tellement quotidien que finalement, on ne se pose plus la question des conditions dans lesquelles on dispose de ce confort. Un confort qui, comme l'a très bien rappelé Pascal Magérus à l'instant, a profondément modifié la conception des espaces intérieurs des domiciles, d'une part pour des raisons techniques, et d'autre part parce que cette arrivée de l'eau a elle-même complètement modifié les comportements et que les comportements sont un des éléments qui influencent la manière de concevoir des espaces puisqu'ils sont destinés à être habités. Les plus sagaces d'entre vous auront probablement perçu que l'image que je vais mettre ici, voilà, en plein écran, qui me sert aujourd'hui de titre à l'exposition ne nous situe pas à Bruxelles. J'avoue avoir un petit peu triché. On est en France, en l'occurrence en Normandie, à Caen, où j'ai pris cette photo que j'ai trouvée tout à fait représentative d'une époque où justement ce fameux miracle auquel je faisais allusion à l'instant n'était pas si évident et était tellement peu évident qu'on ressentait encore le besoin de l'afficher en façade des maisons. Pour rendre possible cette utilisation de l'eau à l'intérieur du domicile, il y a deux conditions qui sont concrétisées par deux réseaux totalement complémentaires. D'une part, celui de la distribution de l'eau courante et d'autre part, celui de l'évacuation des eaux usées. Je vais formuler beaucoup d'évidences, mais probablement des évidences qui ont cessé de l'être par habitude. Il est évident que pour avoir de l'eau arrivant au robinet, il faut derrière un tuyau et à l'extrémité de ce tuyau un roseau de distribution. Il est évident aussi que si on veut à un certain moment se débarrasser de l'eau qu'on a utilisée, il faut un moyen de l'évacuer. Jusqu'alors, eh bien, l'eau, on allait la chercher, comme on le voit sur la gravure ici, qui représente une vue de la campagne brabançonne au XVIIe siècle. On allait la chercher, par exemple, à un puits, et on la ramenait dans des récipients à la maison. Dans ces deux images, ces deux gravures tirées d'un traité d'architecture du XVIIe siècle, dont l'auteur est Lemuet, vous voyez déjà un dispositif de maison. Alors, ça existait, mais ce n'était pas courant à l'époque. Vous voyez un dispositif de maison dans lequel vous avez notamment l'installation, l'organisation d'un puits dans la cour. Évidemment, c'est un rêve idéal d'architecte. Ici, Lemuet nous dessine la maison telle qu'il estime qu'elle doit être. Et vous avez le type de distribution d'eau que nous avons vu à l'instant, mais cette fois-ci intégrée dans l'espace de la maison. Jusqu'au XIXe siècle, l'eau sera puisée à des fontaines publiques, dans des citernes, à des puits, et elle sera évacuée par des systèmes de fosses d'aisance qui sont les seuls dispositifs réellement efficaces. Ici, vous avez une coupe dans un plan de maison du XIXe siècle qui vous montre à l'arrière, puisqu'on se trouve du côté de la cour et du jardin, la citerne d'eau de pluie avec le regard qui permet d'y accéder et de l'entretenir, et le tuyau avec le robinet qui permet d'obtenir de l'eau. Dans l'exemple que vous avez ici, il s'agit bien évidemment d'une maison qui possède par ailleurs un système de distribution d'eau de ville, mais cette manière de récupérer l'eau de pluie et de l'utiliser est bien antérieure à la mise en service d'un réseau complet de distribution d'eau. Chez soi, on se lave face à un meuble du genre de celui que vous voyez ici sur l'image.
avec un équipement assez sommaire, somme toute, et mobile. Quand on doit se laver complètement, ben, comme sur ce tableau célèbre de Degas, on se lave dans une bassine que l'on sort pour l'occasion, dans la cuisine ou dans une pièce des sous-sols destinée aux activités de nettoyage et d'entretien de la maison. Ou bien si on souhaite faire ça de manière plus confortable, alors on sort de chez soi et on se rend au bain public, comme par exemple ici au bain rue de la Perche à Saint-Gilles, hein, où on peut disposer alors d'équipements qui permettent de se laver. Je vous le disais, lorsque l'eau va effectivement arriver de manière totalement généreuse dans les intérieurs, autrement qu'avec un seau ou une cruche, il va falloir l'évacuer et donc disposer d'un réseau complet, structuré d'égouts. Et ce sera le cas à Bruxelles suite à une série de travaux dont la clé de voûte, en quelque sorte, sera la transformation du parcours de la rivière, de la Seine, en gigantesque collecteur d'égouts. Ces travaux de voûtement de la Seine seront terminés en 1871 et doteront la capitale de la Belgique d'un réseau extrêmement moderne qui en fera d'ailleurs une des capitales les mieux équipées en la matière en Europe. Le réseau de distribution d'eau, de son côté, est achevé en 1856, du moins pour le Pentagone, l'ancien centre historique de la ville, et s'étendra ensuite dans les décennies suivantes dans les communes périphériques. Afin de fêter cet événement exceptionnel, on inaugure au parc de Bruxelles, dans le grand bassin, une gerbe monumentale qui témoigne de manière publique de cette disposition désormais à profusion d'une eau de distribution dans la capitale belge. Beaucoup de villes belges vont suivre très rapidement, hein. Je vous en cite quelques-unes. Liège, par exemple, qui possède un réseau de distribution d'eau dès 1863, Mons en 1871, Charleroi en 1880, Anvers l'année suivante. Donc, entre les années 1850 et le début du XXe siècle, les principales villes de Belgique se trouvent dans la même situation que Bruxelles, permettant à leurs habitants, de disposer d'une alimentation en eau dite de ville. À Bruxelles, l'ambition était très conséquente puisque les autorités ont décidé d'entrée de jeu de proposer à leurs futurs abonnés une distribution d'eau 24 heures sur 24 et potentiellement à tous les étages des immeubles. Ça peut paraître être une évidence, mais ce n'est pas du tout le cas. D'autres villes européennes font des choix plus prudents en proposant par exemple une distribution d'eau à certaines heures de la journée ou une distribution d'eau qui permet d'avoir des points d'alimentation au sous-sol, au rez-de-chaussée, mais pas aux étages. À Bruxelles, on décide de proposer le service complet dès le départ. Alors pour ce faire, il faut évidemment disposer d'eau en quantité et la ville va créer un service des eaux en 1855 qui va organiser un premier captage à la source du Hain et puis d'autres captages en Brabant. Plus loin, ensuite, en province de Liège, à Modave, en province de Namur, à Spontin, Durnal, Sauvé. Les captages se multiplient jusque dans les années 1970. Ils se multiplient pour suivre l'augmentation de la consommation, une augmentation de la consommation qui va finalement nécessiter des captages beaucoup plus conséquents à partir d'eau de rivière que l'on va pouvoir potabiliser. Cette utilisation de l'eau tirée de la rivière, en fait, ce n'est pas une nouveauté à ce moment-là. Elle existe déjà de longue date pour alimenter l'industrie,
par exemple, comme on le voit ici sur cette image, le captage de l'eau de la Sambre à Charleroi, qui permet de disposer de grandes quantités d'eau pour les activités industrielles. Mais ici, il s'agit bien, dans la deuxième moitié du XXe siècle, de proposer une eau potable à partir, par exemple, de l'eau de la Meuse. Cette eau de distribution qui est captée, elle est acheminée vers Bruxelles au moyen soit de dispositifs aériens, comme vous le voyez ici, donc des aqueducs. Celui-ci, c'est celui de Mont-Saint-Pont près de Braine-l'Alleud, qui est construit en 1855, ou bien de manière souterraine, pardon, comme ici les eaux du Boc, qui arrivent également à Bruxelles. Des réservoirs sont aménagés en périphérie de l'agglomération, réservoirs qui permettent de décanter et de stocker l'eau avant la distribution chez les particuliers. Et là où le relief est peu propice, c'est-à-dire où les constructions se trouveraient à des altitudes plus importantes que celles du réservoir, eh bien, on construit des châteaux d'eau qui permettent donc de garantir une pression suffisante de l'eau par le principe des vases communicants pour que l'eau puisse être distribuée sans aide technique par simple gravitation vers les étages des bâtiments d'habitation. C'est grâce à tous ces équipements donc que Bruxelles devient de ce fait une des capitales les mieux équipées d'Europe, certes à la suite de Londres et d'Amsterdam, mais par exemple avant Paris. Ces infrastructures rendent, et c'est là que nous accédons à l'intérieur de la maison, ces infrastructures rendent possible le branchement de toute une série d'équipements à l'intérieur des immeubles. Alors, cette publicité que vous voyez ici exagère un petit peu. On peut se demander, quand on l'observe, pourquoi, par exemple, il y a un robinet dans la salle à manger. Ça, c'est une fantaisie du publiciste, mais vous voyez de manière plus crédible que l'on peut alimenter des éviers de laverie dans le sous-sol, un évier dans la cuisine, bien entendu les équipements de la salle de bain et des WC sur lesquels on reviendra. Et là aussi, c'est un petit peu fantaisiste. Les lavabos dans les chambres à coucher, nous verrons dans quelques instants que justement ces meubles sont des meubles mobiles et qu'ils sont, c'est assez contradictoire apparemment, mais on trouvera l'explication, ils restent non branchés au réseau de distribution d'eau. Ces équipements ne pénètrent pas dans la maison de manière aussi évidente qu'on pourrait le supposer à première vue. Aujourd'hui, on se dit, je fais construire une maison, je n'imaginerai jamais un seul instant qu'elle ne soit pas branchée sur le réseau de distribution d'eau. Au moment où ce service est proposé à la population bruxelloise, donc entre 1850 et les années 1870-1880, certains hésitent. D'abord, le premier seuil à surmonter, c'est d'accepter que désormais, l'eau n'est plus comme l'air ambiant, un bienfait de la nature duquel on peut disposer librement et gratuitement, mais quelque chose qui est désormais un produit manufacturé, commercialisé et payant. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une liberté, c'est-à-dire ne pas devoir sortir de chez soi pour aller chercher de l'eau, est apparu pour les premiers utilisateurs, ou pour certains des premiers utilisateurs, comme une perte de liberté. C'est-à-dire le fait de ne plus disposer de manière libre de l'eau, par exemple, qu'on pouvait aller chercher à la fontaine publique ou au puits. Ça peut faire sourire aujourd'hui, mais c'est littéralement une révolution. C'est quelque chose qui modifie complètement l'attitude qu'on peut avoir par rapport à ce produit vital qu'est l'eau.
L'autre seuil qu'il fallait passer, l'autre obstacle à surmonter, c'est que la maison, je vais peut-être revenir à l'image précédente, c'est que la maison est désormais traversée par tout un équipement de tuyauterie qui lui-même est branché sur un réseau qui vient de l'extérieur. Or, la maison est perçue comme, en quelque sorte, le dernier rempart, la protection de la cellule familiale. Et cette protection parfaite est désormais fragilisée par l'introduction de quelque chose qui vient de l'extérieur. Cette inquiétude sera d'ailleurs perçue de la même manière pour les réseaux de gaz et d'électricité qui apparaîtront plus ou moins à la même époque. Et on s'interroge, le robinet devient l'équivalent pour le réseau de distribution d'eau de la clé sur la porte. On ferme, et d'ailleurs, quand vous partez en vacances, vous le faites, vous réfléchissez au fait que vous avez bien coupé l'eau de la même manière que vous vous demandez si vous avez bien fermé la porte d'entrée. Mais ça nous semble évident. À l'époque, c'est en quelque sorte une obligation supplémentaire à laquelle on n'est pas habitué et qui semble être une perte de maîtrise de l'espace dans lequel on vit. Donc, les perceptions peuvent, dans certains cas, être totalement inverses de ce que l'on perçoit aujourd'hui. Alors, afin de résoudre les problèmes effectifs que ces installations peuvent causer dans la maison, eh bien, on met au point toute une série de dispositifs, aussi bien à l'arrivée qu'à l'évacuation. Et vous avez ici, par exemple, sous cet évier, un siphon qui permet d'éviter les remontées de gaz et d'odeurs. Alors, les odeurs sont déplaisantes, mais à l'époque, on a très peur de ces gaz dont on ignore le danger qu'ils peuvent représenter. Et on imagine, par exemple, qu'on pourrait mourir asphyxié la nuit dans sa chambre à coucher parce qu'il y a un évier trop proche. D'où ce caractère complètement fantaisiste, comme je vous le disais ici, de cette image. On n'aurait à l'époque jamais branché le lavabo de la chambre à coucher sur un robinet parce que le robinet constitue en quelque sorte une espèce de tueur potentiel qu'on ne va évidemment jamais laisser entrer dans sa chambre à coucher. On a déjà dû accepter qu'il entre dans la maison, mais certainement pas dans la chambre. De la même manière, les conduites principales sont également équipées d'un siphon qui permet donc de conserver un niveau d'eau qui empêche les gaz de revenir vers l'intérieur de la maison. Certaines sociétés s'en font des spécialités, comme ici, vous le voyez sur cette planche qui présente la production des établissements blanches d'argent, qui présente toute une série d'éléments, généralement donc en grès vernissé, en terre cuite. Et puis alors, il y a aussi des éléments en fonte. C'est un matériau qui est beaucoup utilisé. Tout cela a cessé d'exister progressivement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, remplacé par des matériaux synthétiques plus légers et plus faciles à mettre en œuvre. Il est évident que tous ces dispositifs doivent trouver place dans la maison et que les trajets des tuyauteries, aussi bien d'arrivée d'eau que d'évacuation, doivent être pris en considération non seulement par rapport à la place que tout cela prend, mais également en termes de réseau. C'est-à-dire que la salle de bain, eh bien, on l'installera d'office au-dessus ou à côté de pièces qui, par ailleurs, seront également alimentées d'eau et nécessiteront un système d'évacuation. Donc, tout ça, ce sont des implications, des impératifs techniques qui n'existaient pas précédemment et que les architectes vont devoir prendre en compte désormais.
Ce qui va par contre inciter les habitants à accepter ces nouveaux équipements, ben, ce sont les progrès de la science et notamment les découvertes de Louis Pasteur, qu'on voit ici sur ce célèbre tableau de Albert Edelfelt qui est conservé au musée d'Orsay, où on voit le célèbre scientifique dans son laboratoire qui présentera sa théorie des germes, l'amenant à préconiser l'asepsie en chirurgie, mais également d'inciter les particuliers à faire preuve de cette hygiène corporelle à laquelle nous sommes désormais drillés particulièrement depuis 2 ans, vu les circonstances. Alors, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans la maison? On va commencer par le plus évident, le plus trivial, et en fait le plus essentiel, en l'occurrence les lieux d'aisance. Alors, les lieux d'aisance, c'est loin d'être quelque chose de neuf, comme nous le rappelle l'iconographie. Ici, ce détail d'un tableau, d'un paysage d'hiver peint par Bruegel en 1565, sur lequel, si vous regardez attentivement, vous voyez cette petite cabane construite en surplomb du lac gelé, qui n'est autre que des latrines, en fait. Alors là, le système d'évacuation est simple et imparable. Plouf, ça tombe dans les temps, mais c'est quelque chose qui est tout à fait inenvisageable lorsque l'on vit en ville, dans des logements serrés les uns sur les autres. Alors cette problématique de l'intégration des lieux d'aisance dans les espaces de vie, eh bien, on peut en trouver des traces dès le XVIIIe siècle. Il y a quelques exemples antérieurs, mais enfin, c'est quand même surtout les scientifiques et les techniciens et aussi les architectes du XVIIIe siècle qui commencent à réfléchir à cela, et notamment le célèbre théoricien de l'architecture Jacques-François Blondel, qui, dans son ouvrage de la distribution des maisons de plaisance, publié en 1737, présente notamment ce document très détaillé qui vous montre un système à soupape qui est en fait l'ancêtre de nos WC modernes. Ce dispositif est extrêmement encombrant, complexe, à manipuler, très délicat et fragile, et ne peut être envisagé évidemment que dans des logements aristocratiques. Mais vous voyez que l'essentiel de la logique que nous connaissons aujourd'hui se trouve déjà mis en œuvre, puisque vous avez un siège au centre, un système d'évacuation sur le côté gauche et un système de rinçage du côté droit. Par contre, il n'y a pas cette concomitance du nettoyage et de l'évacuation que nous connaissons avec nos WC modernes, où lorsque l'on tire la chasse, en même temps, on évacue les matières et on rince. Alors, ce dispositif était destiné donc à permettre d'intégrer ces fonctions vitales dans la maison sans en subir les conséquences, à savoir odeur et danger d'inconfort. Évidemment, dans un hôtel aristocratique, cela peut s'envisager. Ici, vous voyez la planche suivante de l'ouvrage, dans laquelle, en fait, je vais vous entourer cela, voilà, dans lequel ce dispositif est imaginé, avec force miroir, dorure et autres décors. Ici, vous avez donc une vue de salle de bain. Et la zone dite garde-robe, qui en fait est une zone de service. La garde-robe dans l'hôtel particulier, c'est l'endroit où on serre le linge, où on range les vêtements. C'est souvent d'ailleurs un endroit aussi disposant de portes dérobées qui permettent aux domestiques d'arriver comme s'ils sortaient de nulle part et de disparaître dès qu'on n'a plus besoin d'eux. Et c'est l'endroit tout rêvé pour y installer ce genre de siège à soupape, comme on les appelait. Mais ce n'est pas évidemment à la portée de n'importe qui. Il faudra attendre le 19e siècle pour que des inventions
venant principalement des pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne et les États-Unis, soit importés sur le continent, et notamment en Belgique, qui se trouve, comme je vous le signalais tout à l'heure, bien dans le peloton de tête des pays qui s'équipent. Et vous avez ici une page d'un catalogue publicitaire de WC anglais datant du tout début du XXe siècle, qui vous montre donc le dispositif tel que nous le connaissons aujourd'hui. Hein. C'est légèrement différent. Maintenant, les chasses d'eau ne doivent plus être disposées très haut dans la pièce pour garantir une évacuation conséquente et efficace. Mais disons que dans l'ensemble, le dispositif du siège avec siphon intégré, planche et chasse d'eau est complet à l'époque. Cette origine anglo-saxonne explique pourquoi encore aujourd'hui nous utilisons des termes anglais pour identifier ces équipements. Bien entendu, il faut disposer du système de distribution et d'évacuation d'eau auquel je faisais mention en début d'exposé pour pouvoir installer ces systèmes. Vous le voyez, le caractère anglais du dispositif fait partie des arguments de vente, comme dans cette publicité ici que je vous présente, qui date de 1891 et qui indique, je pense, à 3 ou 4 reprises qu'il s'agit bien de choses qui viennent d'Angleterre, donc le nec plus ultra en la matière. Ces nouveaux sanitaires, vous le voyez ici avec une coupe d'une cuvette, mettent en œuvre les techniques que je vous montrais tout à l'heure pour les systèmes d'évacuation généraux d'égouttage, hein, avec un siphon intégré qui permet donc de garantir l'utilisation de ces WC à l'intérieur de la maison et plus à l'extérieur comme c'était le cas jusqu'alors. Ce qui est intéressant, et on en revient au cœur du sujet, c'est que ces sanitaires, eh bien, ils vont en quelque sorte avoir, en termes de réglementation, toute proportion gardée, le même effet que le cheval de Troie dans la guerre du même nom. C'est-à-dire que c'est par l'installation, par l'intégration, l'absorption de ces lieux d'aisance dans l'enveloppe de la maison que la réglementation et donc le contrôle vont se retrouver au cœur de la réflexion de la construction d'une maison ou d'un appartement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que les règlements communaux de bâtisse vont progressivement imposer l'installation de WC dans les propriétés. En fait, à partir de 1846. Pourquoi? Eh bien, parce que le fait de vivre en ville de manière confinée impose bien entendu le respect de règles d'hygiène communes pour qu'on ne vive pas par exemple, des épidémies ou si pas des épidémies, ou au moins des désagréments liés à la problématique de la gestion de ces matières qu'on n'utilise plus, hein. À l'époque, dans les campagnes, on utilise encore ces matières, on les épand sur les champs, par exemple, impensable dans les villes, donc il faut évacuer ça rapidement. Donc il faut l'intégrer dans la sphère privée, mais il faut l'intégrer dans la sphère privée en évitant que cela rende les lieux de vie inutilisables. Et donc, on va d'abord imposer à chaque bâtiment au minimum un WC et ensuite, on va vérifier comment ces WC s'intègrent concrètement dans l'espace bâti. Il faudra attendre le règlement communal à Bruxelles de 1883 pour que non seulement on impose des WC, mais des WC d'un type bien spécifique, ceux-là même que je vous ai montré dans les publicités tout à l'heure, avec une chasse d'eau et une évacuation par les égouts. Alors, ces règlements vont
imposer toute une série de règles qui vont elles-mêmes avoir une incidence sur la manière de concevoir les espaces. Par exemple, il sera, pour une raison que vous comprendrez assez aisément, interdit de mettre les WC en communication avec une pièce de vie. Pas question, par exemple, que dans la cuisine, on ouvre une porte et que de l'autre côté de la porte, on soit directement dans le WC. Donc, on va chercher les endroits dans la maison qui permettent de disposer le WC soit dans une zone suffisamment grande pour créer des espaces tampons, c'est-à-dire ouvrir une porte qui donne dans une espèce de vestibule qui lui-même permette d'accéder au WC, soit si on veut économiser de l'espace, disposer ces endroits en articulation avec des zones de circulation, par exemple sur un palier, ou comme sur l'image que vous voyez ici, dans ce détail de coupe, sur le repos, c'est-à-dire ce palier intermédiaire entre deux volets d'escalier reliant un étage à un autre. Cette disposition des WC en palier intermédiaire va devenir, je dirais, la solution la plus fréquente, la plus fréquemment reproduite dans l'architecture bruxelloise et dans l'architecture des maisons unifamiliales qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres villes de Belgique. Comment est-ce que ça se traduit dans les logements? Alors, si on regarde une maison modeste, qui n'est pas une maison ouvrière, qui est plus luxueuse qu'une maison ouvrière, mais qui n'est pas la belle maison bourgeoise, eh bien, on voit qu'on dispose les WC, vous le voyez, d'une part au niveau des sous-sols. Ça, c'est bien, parce que là, on peut les ventiler aisément au niveau de la cour basse donnant sur le jardin. Et puis, prudemment, à un niveau intermédiaire, plus proche des chambres. Ici, vous le voyez, exactement à l'endroit correspondant à ce qu'on a vu en coupe, c'est-à-dire entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Cette disposition, elle est réglementaire, mais elle est aisément acceptée parce qu'elle permet aussi, dans ces espaces neutres, corridors, escaliers, dégagements, d'isoler les lieux, c'est comme ça qu'on les appelle, d'isoler les lieux et de garantir l'intimité des utilisateurs. On veut absolument que quand on se rend à cet endroit, ça ne se sache pas dans toute la maison. Et puis, il faut aussi que celui qui se trouve dans les lieux n'indispose pas les autres habitants d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut que on soit à l'écart. Cette manière de se mettre à l'écart, il faut bien la comprendre dans un esprit où les WC, jusqu'à ce qu'ils soient intégrés dans la maison, eh bien, ils se trouvaient au fond de la cour ou au fond du jardin. Et donc, les rapatrier, les ramener dans la maison constitue pour beaucoup une incongruité absolue. Et donc, il faut, à défaut de les mettre ailleurs, au moins qu'ils soient clairement isolés du reste de la maison. En quoi consistent ces équipements? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce petit réduit qui désormais se trouve au cœur de la maison? Alors, une cuvette. Ici, c'est une cuvette que j'ai vue, elle ne doit plus exister maintenant, à l'ancien hôtel Bruckmann, avant sa rénovation. Une cuvette généralement en faïence, munie d'une planche pour le confort des utilisateurs. Une planche qui généralement est réalisée en bois et dans un bois plus ou moins précieux. Le nec plus ultra étant l'acajou, un bois qui résiste à l'humidité et puis en plus, voilà, qui est une belle présentation et qui permet donc de réaliser des équipements confortables. Alors là, autant que dans le reste de la maison et peut-être encore plus, il faut trouver le juste ton. En effet, proposer des WC trop luxueux
donnerait une image, à la limite peut-être de mauvais goût, voire licencieuse de la maison, mais proposer quelque chose de trop nu donnerait une dimension clinique qui est éventuellement acceptable dans un institut de soins, mais qui serait incongrue dans la maison. Donc, on navigue autant que faire se peut entre un certain chic et une relative sobriété. Une autre distinction aussi dans ces lieux, c'est la manière dont se présentent les WC. Différence entre le dispositif à l'ancienne, que vous voyez ici, mais sous une forme un peu troublante, parce que ici, sous une forme extrêmement luxueuse, on parlait d'acajou, ici, je pense d'ailleurs, si je me souviens bien, que tout ce dispositif de meubles est réalisé en acajou. Donc ici, on se trouve face à un dispositif luxueux, mais qui reprend encore le vieux système classique de la planche trouée, hein, au-dessus du trou, qui au départ était simplement une fosse d'aisance. Ce dispositif, plus fréquemment, se retrouve en fait dans les WC destinés au personnel, hein, c'est-à-dire celui qui se trouve au sous-sol, hein, à proximité de la cuisine et de la laverie, où se trouve le personnel de maison. La qualité d'une maison, d'ailleurs, se reconnaît au nombre de WC, on y reviendra tout à l'heure, non pas tant pour une raison de confort, mais de séparation des classes sociales à l'intérieur même de la cellule familiale. Ici, vous avez clairement des WC destinés aux domestiques. Pourquoi clairement? Eh bien, d'une part, parce que vous le voyez, vous avez le vieux système de la planche trouée, hein, et pas la cuvette en faïence que je vous ai montré tout à l'heure. D'autre part, vous le voyez, même si ces WC ne sont plus au fond du jardin, ils sont quand même dans une excroissance à l'arrière de la maison, accessible d'une part depuis la cour et depuis la cuisine, cuisine qui est le lieu où se tient la domesticité. Évidemment, ce n'est plus l'installation honteuse, comme vous le voyez ici, hein, que l'on retrouve encore dans les ensembles d'habitations ouvrières jusque tard, hein. Ici, on se trouve déjà au XXe siècle, mais on a encore des carrés et des logements ouvriers où il y a un seul dispositif de ce genre pour de nombreuses familles. Pour le reste, dans les maisons bourgeoises, eh bien, on peut retrouver des dispositifs très luxueux comme celui-ci, tiré d'un catalogue des établissements, des célèbres établissements Van der Borch, qui proposaient donc à leur clientèle bourgeoise, vous voyez, des équipements qui alliaient fonctionnalité et esthétique. Je le disais à l'instant, une bonne maison est une maison dans laquelle les sujets et les maîtres ne vont pas déféquer au même endroit. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé souvent des exemples aussi représentatifs que celui-là, hein, qui en devient presque caricatural, où vous voyez le WC des maîtres d'un modèle moderne, ici, disposé clairement dans l'enceinte de la maison, et un WC sujet qui lui est adossé, accessible, lui, depuis la cour, et qui correspond encore au vieux système séculaire qui finalement remonte à cette petite cabane qu'on avait vue tout à l'heure sur le tableau de Bruegel. Vous voyez aussi au passage que pour accéder au WC maître, on passe effectivement par tout un dispositif de locaux qui permet d'isoler cette zone effectivement dans la maison du reste des pièces habitables. Ça, c'est dans le logement de standing, alors que dans la petite maison ouvrière, dont vous voyez ici un plan, vous percevez que le WC, certes, n'est plus relégué tout au fond de la cour, mais se trouve quand même à l'extérieur, hein. Et donc, il faut sortir de la maison pour
entrer dans les cabinets. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est assez logique. À force d'éloigner ces lieux des pièces les plus utilisables de la maison, on se retrouve dans une situation où si, par exemple, en pleine nuit, on se réveille parce qu'on est pris d'un besoin pressant, eh bien, il est fort inconfortable et à la limite, dans certains cas, même un peu risqué de se précipiter jusqu'au WC. Et donc, finalement, pour garantir l'hygiène, on en vient à encombrer sa table de nuit de ce genre d'objets, ces pots de chambre qui font tellement sourire aujourd'hui, et qui fait que finalement, on en venait à dormir avec le nez au-dessus de la production nocturne, à force d'avoir été excessivement prudent en éloignant les WC des pièces de vie et particulièrement des pièces de nuit. Parce que les pièces de vie, on est encore éveillé, donc on peut voir le danger ou le sentir. Mais on est très troublé par l'abandon du corps lors du sommeil, et donc on tente évidemment de tenir le plus possible à distance tout ce qui pourrait constituer un danger de la chambre à coucher. C'est pour ça qu'on n'y fait pas de feu, c'est pour ça que la salle de bain se trouve loin de la chambre, alors que nous, on se dirait plutôt au XXIe siècle que plus la salle de bain est proche de notre chambre à coucher, plus notre confort est garanti, et certainement les WC qui sont très éloignés. Ici, vous avez une reproduction d'un tableau comparatif des différents règlements de bâtisse en vigueur en Belgique à la fin du 19e siècle, tiré de la revue L'Émulation. Et donc, ces règlements, évidemment, deviennent de plus en plus touffus. Et je vous rappelle que ces réglementations qui vont imposer une hauteur de plafond, une superficie de fenêtre par rapport à la profondeur des pièces, des ventilations, des épaisseurs de murs, etc., eh bien, cette réglementation, finalement, dans l'organisation intérieure de la maison, elle débute par le contrôle du positionnement des WC. La raison pour laquelle on va cesser de demander aux particuliers uniquement de présenter à l'administration un projet de la façade, mais non seulement la façade, mais aussi les plans intérieurs de la maison, eh bien, cette augmentation de l'exigence va être au départ justifiée par la nécessité de vérifier si les WC sont bien placés réglementairement dans l'espace intérieur de la maison. Il est évident qu'à partir du moment où on a réclamé les plans, on peut exiger d'autres choses et vérifier d'autres choses. Une autre activité essentielle que la présence de l'eau va permettre dans la maison, c'est la toilette. Et on verra que la toilette va évoluer, mais pas si rapidement qu'on pourrait le supposer, notamment en fonction de l'arrivée de l'eau dans la maison et des équipements qui y sont liés. Qui dit toilette à nos yeux dit évidemment salle de bain. Mais l'arrivée de la salle de bain dans la maison ne se fait pas de manière aussi évidente qu'il peut paraître a posteriori. En effet, cette diffusion dépend d'une lutte entre, d'une part, un discours scientifique mais balbutiant, et d'autre part, la force des traditions et des préjugés. Vous voyez que les débats infinis sur quelque chose qui nous arrive ne sont pas quelque chose de spécifique à l'époque que nous vivons aujourd'hui. Toutes les évolutions, tous les progrès, tous les changements dans la vie de l'humanité ont donné lieu à des débats en quelque sorte entre les modernes et les anciens, entre les prudents et les aventureux, entre ceux qui veulent profiter rapidement et ceux qui regrettent les traditions. Ici, vous avez une vue qui vous montre un dispositif à la fois précoce et déjà très évolué d'installation de salles de bain dans un intérieur. Ce sont les plans de la maison de l'architecte Pierre-Victor Jamard,
construite au milieu des années 70, 75, 76, où vous voyez la chambre principale du premier étage, depuis laquelle il est possible, par un palier qui est celui de l'escalier de service, d'accéder à la salle de bain qui se trouve au même étage. Dispositif tout à fait inhabituel à l'époque, non seulement parce que dans les années 1870, il y a très peu de maisons dotées de salles de bain. Les salles de bain n'apparaîtront qu'à la fin du 19e siècle, se généraliseront dans les intérieurs bourgeois aux alentours de 1900. Et puis pour que tous les logements en disposent, il faudra attendre la période de l'entre-deux-guerres et surtout l'après-deuxième guerre mondiale. Et d'autre part, parce que Jamard, non content d'installer une salle de bain dans sa maison, l'installe à proximité, pas directement attenante, mais à proximité de la salle de bain, ce que la plupart des gens n'osent pas faire à l'époque pour des raisons qu'on verra dans quelques instants. La salle de bain, elle nécessite une arrivée d'eau et une évacuation d'eau, donc on va la mettre sur le chemin des tuyauteries, et les tuyauteries, on va les disposer le plus en bordure de la maison, pour les raisons que je vous exposais tout à l'heure, parce que ces tuyaux d'eau et ces tuyaux d'évacuation, ils font peur, et donc on les met en quelque sorte en lisière de la maison, c'est-à-dire au bout de l'annexe qui se trouve en façade arrière. Et donc on va superposer les pièces susceptibles d'être équipées d'eau. Et vous l'aurez retenu, les WC se trouvent également de ce côté-là, hein, donc branchés sur la cage d'escalier. Donc tout ça s'intègre parfaitement bien, ça fonctionne bien. On disposera donc généralement, à l'inverse de ce que Jamard a choisi pour sa maison, la salle de bain non pas à l'étage des chambres, mais à un niveau intermédiaire entre le rez-de-chaussée et le niveau des chambres à coucher. Ce positionnement de la salle de bain en annexe, comme vous le voyez ici sur ce détail de plan, permet également de disposer d'une pièce, donc bien isolée du reste de la maison. Vous voyez ici, vous avez un dispositif parfaitement élaboré. Vous avez le palier, vous avez un palier spécifique aux pièces d'eau, avec une petite zone lave-main, lavabo qui permet d'accéder au WC et qui permet d'isoler complètement celui qui s'y trouve. Et puis la zone de baignade, qui vous le voyez, est réduite à un simple cabinet dans lequel il n'y a que la baignoire. Et on voit d'ailleurs dessiner les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau. Cela permet également de disposer de pièces de plus petit format et avec des plafonds plus bas que les autres pièces de la maison, ce qui est quelque chose d'important dans la mesure où ces pièces doivent être bien chauffées, forcément, puisqu'on se lave généralement fort peu habillé. Et donc, il faut pouvoir chauffer en plus rapidement une pièce qu'on n'utilise pas souvent. Donc, il faut pouvoir mettre le chauffage et avoir dans les minutes qui suivent une température suffisante. Ces petites pièces de demi-niveau à l'arrière de la maison conviennent parfaitement bien à un cubage limité qui permet donc de maintenir ce confort relatif lorsque l'on prend son bain. Alors, que contient la salle de bain? Eh bien, une baignoire et un chauffe-eau, au minimum. Et puis parfois d'autres équipements, mais rarement plus. Ici, vous avez la coupe dans une salle de bain telle qu'on la conçoit à Bruxelles à la fin des années 1890. Et l'accès à la salle de bain, comme d'ailleurs au WC, se fait depuis le palier intermédiaire. Vous connaissez tous ce genre de maison. Certains d'entre vous y habitent peut-être même, avec une série de portes, souvent d'ailleurs l'une menant vers la salle de bain et l'autre vers les WC. Voici un autre exemple. Ces dispositions ont été critiqué de manière très virulente par les tenants d'une architecture dite fonctionnaliste au XXe siècle, qui ont considéré que c'était une manière de disposer les choses qui était d'une aberration absolue. En fait, c'était la logique de l'époque, et les architectes fonctionnalistes étaient probablement de bons architectes, mais de très mauvais historiens, et ils ne se sont pas demandé, ça aurait été quand même une question évidente, pourquoi des générations de gens ont souffert de l'inconfort en s'obligeant à vivre dans des maisons inutilisables. Ils ne se sont évidemment pas obligés à vivre dans des maisons inutilisables, ils se sont conçus des maisons qu'ils considéraient comme convenant à toute une série de paramètres
techniques, fonctionnelles, d'usage, de bon usage, d'hygiène. Et les paramètres ayant changé, évidemment, ces intérieurs sont devenus apparemment absurdes. Il faut donc les replacer dans le contexte de la vie de l'époque. Alors, comme je vous le disais, la salle de bain, on va tenter de la mettre sur le chemin des tuyauteries. Donc, elle va naturellement trouver une place, soit, ce n'est pas la plus courante, vous le voyez ici, soit dans les sous-sols, parce que forcément, tous les dispositifs d'égout qui passent sous la maison sont à proximité et que donc on peut brancher les appareils directement sur cette colonne principale d'égout. Et puis parce que aussi les arrivées d'eau sont proches, puisque vous avez la laverie, la cuisine, probablement aussi les WC donnant dans la cour basse. Vous les devinez d'ailleurs dans le haut de l'image à gauche, et que donc il est aisé d'installer une salle de bain là. Pourtant, ce n'est pas l'emplacement le plus courant. L'emplacement le plus courant, on l'a déjà vu, mais ici, vous le voyez dans un dispositif particulièrement évolué. On est dans une maison bourgeoise très luxueuse. Vous avez un petit dégagement latéral qui contourne la cage d'escalier, qui en plus est la cage d'escalier de service. On reviendra d'ailleurs sur ce binôme escalier de service salle de bain qui est assez systématique dans les grandes maisons. Dégagement qui mène à un cabinet de toilette qui est une espèce d'antichambre à la salle de bain proprement dite, et une salle de bain particulièrement bien dotée avec une baignoire, un chauffe-eau et une douche, qui est un équipement tout à fait inhabituel, inusité dans les intérieurs de l'époque. Vous voyez tracé en rouge sur le plan l'indication des tuyauteries d'eau. L'architecte réfléchit évidemment dans la disposition des pièces et des équipements dans ces pièces au réseau de distribution d'eau. Ici, un autre exemple, mais en coupe, qui vous montre de manière tout à fait explicite le branchement de la salle de bain sur le réseau de circulation de service. Vous voyez tout à fait à droite de l'image l'escalier principal de la maison, avec le palier entre le premier et le deuxième étage, et au milieu de l'image, un escalier plus petit qui est en fait l'escalier destiné au personnel. Et vous voyez que la salle de bain est branchée, non pas sur l'escalier principal, mais sur l'escalier secondaire. Alors, il ne faut pas évidemment conclure que la salle de bain est destinée aux domestiques, mais bien par contre que la salle de bain est quelque chose de hyper privé et que donc les zones qui seraient susceptibles d'être utilisées par d'autres personnes que strictement les habitants sont soigneusement séparés de ces équipements qui sont considérés comme des équipements principalement fonctionnels. Ici aussi, on a le cas assez inhabituel d'une douche en plus de la salle de bain, de la baignoire et des WC. Les publicités d'époque nous montrent les dispositifs qui ont évidemment, dans la plupart des cas, disparu. La baignoire et le chauffe-eau, au départ au charbon et puis de manière beaucoup plus confortable ensuite au gaz. Le gaz qui permet de chauffer plus rapidement et plus efficacement le réservoir d'eau qui permet de disposer d'eau chaude. Avant qu'on dispose d'un chauffe-eau, il fallait obtenir des domestiques qu'ils chauffent l'eau sur la cuisinière à la cuisine, et puis que dans les escaliers, ils transportent l'eau pour remplir la baignoire, ce qui était évidemment tout sauf confortable. La baignoire elle-même, c'est un dispositif au départ très étroit et très haut. Pourquoi? Pour éviter que l'eau qu'on y verse ne se refroidisse trop rapidement. Elle est généralement en métal, en zinc, en cuivre ou en tôle, parfois en fonte, et alors à ce moment-là, cette fonte est émaillée, ou bien pour les modèles les plus luxueux, en faïence, comme les cuvettes de WC, un matériau plus confortable, moins froid, et puis aussi plus flatteur à l'œil. Même réflexion que pour les WC, la salle de bain ne doit pas être trop nue d'aspect, sinon elle est incongrue, mais elle ne doit pas être non plus trop luxueuse, sinon ça fait un petit peu maison de débauche. Il faut quand même que dans un intérieur cossu, on parvienne à trouver le moyen terme entre dénuement et luxe ostentatoire. Ici, vous avez une image d'un dispositif français, mais on avait des dispositifs du même genre en Belgique, qui permet donc de chauffer et la pièce et l'eau de la baignoire.
Alors, la salle de bain, lorsqu'elle est grande et luxueuse, peut accueillir d'autres équipements que simplement la baignoire. Le lavabo, qui n'est absolument pas indispensable pour des raisons qu'on verra dans quelques instants, et la douche, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, constitue un équipement assez inhabituel dans les intérieurs. Alors, elle est soit complètement surévaluée, comme dans les salles de bain luxueuses telles que celle que je vous montre ici, hein. Elle devient alors à ce moment-là un objet de curiosité et de luxe. Vous voyez ici, on le voit mieux dans cette photo-là, hein. On voit mieux le fonctionnement. Donc, vous avez non seulement la douche pluie que nous connaissons, mais également un dispositif qui permet d'offrir des soins corporels euh, avec des jets d'eau horizontaux, parfois avec des réglages de température et de puissance différents, hein, qui sont très, très complexes. C'était des dispositifs extrêmement chers. Donc, soit c'était le luxe absolu, soit c'était la thérapie, hein, comme on le voit ici dans ce traité à l'usage des médecins qui traitent les aliénés, hein, et qui font subir des douches à leurs patients pour les soigner, les calmer, les faire revenir à la raison. Donc, la douche, c'est soit pour les ouvriers, les pauvres, soit pour les malades, soit au contraire pour les gens extrêmement riches. Et dans l'entre-deux, c'est un dispositif qu'on n'utilise pas. Donc, récapitulons. Sur le palier intermédiaire, dans cette petite annexe en excroissance sur la façade arrière, on dispose de manière tout à fait satisfaisante un WC idéalement séparé de la salle de bain et une pièce destinée à la toilette. Les équipements sont réduits au strict minimum. Disons que leur fonction, c'est de permettre une utilisation autonome de la salle de bain. Pas question de se faire assister dans sa toilette, puisque forcément, les bons usages et la pudeur veulent que l'on se trouve entièrement seul dans la salle de bain. Heureusement, ces dispositifs modernes permettent désormais de se passer des domestiques lorsque l'on prend son bain, ce qui était quelque chose finalement dont on est heureux d'être débarrassé. Donc, un porte-serviette, une chaise, quelques éléments, comme dans cette maison de poupée conservée au musée de la Porte de Halle et qui date des alentours de 1900, qui montre une salle de bain au tournant du XXe siècle, telle qu'on pouvait l'imaginer dans les intérieurs bourgeois de l'époque. Alors, ces équipements oscillent entre la débrouille, comme ici dans cet intérieur qui n'est pas vraiment un intérieur pauvre, mais qui n'est pas non plus un intérieur riche, dans une pièce qui était plurifonctionnelle, hein, et vous le voyez, vaille que vaille, on trouve le moyen de remplir la baignoire et de chauffer l'eau qui s'y trouve, ou bien, à l'extrême opposé, ces salles de bain de riches bourgeois, hein, dans lesquelles les sanitaires sont littéralement habillés à la manière de meubles et équipés de manière extrêmement luxueuse. Ce genre de salle de bain qu'on pouvait à la limite faire visiter à ses invités pour leur montrer à quel point on avait un intérieur moderne et bien équipé. Dans ce contexte de salle de bain, à la fois lieu d'hygiène et de danger, hein, on se trouve dans une situation très ambivalente, hein. En même temps, on est tout à fait conscient que l'hygiène corporelle et morale, hein, parce qu'il y a une dimension morale aussi, incite à être propre, mais en même temps, l'exercice de la propreté et du bain constitue quelque chose dont on se dit qu'il y a derrière un danger physique d'abord, parce qu'on estime que plonger le corps dans l'eau représente un risque, hein. On s'affaiblit, hein. On doit reprendre des forces lorsqu'on sort du bain. Et puis aussi un danger moral, hein, parce que ça peut mener à des pensées pas très avouables, ou même si on ne va pas jusque-là, en tout cas à une certaine légèreté qui n'est pas de mise dans un monde qui doit être sérieux.
Et donc, finalement, la salle de bain, lorsqu'elle arrive dans les intérieurs, eh bien, elle est très peu utilisée, hein. Elle constitue une potentialité. On peut aller s'y laver, hein, mais on ne s'y rend pas souvent. Et de toute façon, dans un intérieur, on s'y rend tout habillé. En fait, on y va comme on peut aller au bain public, hein, c'est-à-dire en quittant sa chambre à coucher, habillé, parce qu'on ne peut pas imaginer sortir de sa chambre à coucher autrement qu'habillé. Et même la tenue d'intérieur est beaucoup plus habillée que les tenues dans lesquelles on peut imaginer traîner aujourd'hui chez nous. Et donc, ce n'est pas du tout une incongruité que la salle de bain se trouve éloignée des pièces de vie. Non seulement pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, on estime que c'est nécessaire, mais en plus d'être nécessaire, ce n'est pas du tout gênant. Parce que si vous allez complètement habillé dans votre salle de bain une fois par mois et que vous vous y déshabillez comme vous le faites quand vous allez à la piscine, ce n'est pas du tout dérangeant que pour aller à la salle de bain, vous deviez quitter la cage d'escalier principale, emprunter un escalier de service, descendre d'un niveau, entrer dans une pièce, fermer la porte, ouvrir une autre porte et vous retrouver dans cette salle de bain. Donc, c'est ça que les modernistes n'ont pas compris, hein. C'est que, certes, ils pouvaient dire ça ne convient plus aujourd'hui, mais c'était un peu ridicule de leur part de stigmatiser les gens qui construisaient autrement par le passé. Et pour conclure là-dessus, je vous montre ici ce détail du niveau d'entresol d'une maison très célèbre et très luxueuse. En l'occurrence, il s'agit de l'hôtel Tassel, construit par Victor Horta dans les années 1890, où ici, on ne peut pas imaginer que la salle de bain se trouverait à un endroit étrange parce que l'architecte l'a installée après, ou qu'il n'a pas trop bien réfléchi à la question, ou qu'il l'a fait à l'économie, hein. Toutes ces hypothèses tombent à partir du moment où il s'agit d'un bâtiment aussi raffiné que l'hôtel Tassel. Et vous le voyez, la salle de bain se trouve dans une petite pièce ici, dans un niveau intermédiaire, uniquement accessible par l'escalier que vous voyez là, donnant sur cette zone de circulation commune, hein, qui l'éloigne complètement du reste des pièces de vie de la maison. J'aurais pu vous montrer de la même manière les plans de la maison de l'architecte Paul Ancard, qui date exactement de la même époque, et où la salle de bain se trouve également branchée sur le réseau d'escaliers de service tout à l'arrière de la maison. Donc, à partir du moment où un architecte particulièrement soucieux de l'articulation spatiale, ces architectes de l'Art Nouveau, et qui construit en plus pour lui-même, fait la même chose que tout le monde, c'est donc bien que c'est comme ça qu'on estime qu'il faut faire à l'époque, et ce n'est pas, comme on a pu le penser après, une grossière erreur. Alors pourquoi est-ce que cet éloignement de la salle de bain ne pose aucun problème? Eh bien, parce qu'on ne se lave pas à la salle de bain. En fait, on se lave devant son meuble de toilette, comme sur cette gravure que vous voyez ici à l'image, à l'écran, pardon. Un meuble de toilette qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut paraître absolument absurde, n'est absolument pas branché sur le réseau de distribution d'eau, hein. On se lave devant quelque chose souvent qui ressemble à une commode, hein, muni d'un miroir, hein. Vous le voyez ici à l'écran sur cette photo du début du XXe siècle. C'est rare, hein, de trouver des photos qui vous montrent des intérieurs d'époque, hein, non pas reconstitués, non pas transformés. Alors, dans les grandes maisons, on a un cabinet de toilette directement attenant à la chambre à coucher, mais ce cabinet de toilette n'est pas à confondre avec la salle de bain. Ce n'est pas du tout la même chose. Le cabinet de toilette est une pièce dépourvue de réseau de distribution et d'évacuation d'eau, dans lequel se trouve un meuble avec une cruche et les accessoires de toilette. Et quand on n'a pas de cabinet de toilette, eh bien, ce lavabo se trouve dans la chambre à coucher. Je pense que vous avez tous connu ce genre de meuble, d'ailleurs souvent qui est reconverti en commode, hein. On retire la partie supérieure et on se demande pourquoi on a des commodes avec une tablette en marbre au lieu d'une tablette en bois. C'est parce que ce n'est pas une commode, c'est en fait un ancien lavabo. Et puis, progressivement, le lavabo va trouver droit de cité dans la maison, mais en étant en quelque sorte camouflé
en lavabo à l'ancienne. Comme ici, dans cette coupe, vous voyez un meuble type commode avec un miroir, mais vous voyez, l'architecte a dessiné en pointillé le dispositif de lavabo avec le siphon, mais il est intégré dans le meuble. Donc, au départ, on a ce meuble commode avec le broc, l'aiguillère dessus, puis on creuse la partie centrale et on y intègre un lavabo, mais caché, et ce n'est que plus tard qu'on acceptera visuellement l'objet jugé au départ un petit peu obscène, et si pas obscène, laid, qu'est le lavabo que nous connaissons aujourd'hui, tout nu, hein, dans sa faïence avec le siphon visible en dessous. Donc, on se lave de manière parcimonieuse, hein, sauf dans certaines cultures. C'est vrai que quand on voit par exemple ce tableau de Carl Larsson qui vous montre un intérieur suédois aux alentours de 1910, on sent tout de suite que la salle de bain est quelque chose dans lequel on peut se sentir bien, hein, et sans arrière-pensée, mais ce n'est pas du tout le cas de la plupart des utilisateurs de salles de bain à la même époque chez nous. D'abord, l'usage de l'eau reste contrôlé, hein. C'est quelque chose qui est presque médical. Déjà, de toute façon, le bain doit être tiède. S'il est froid et s'il est chaud, c'est un bain médical, hein. Donc, il faut le prendre avec prudence, pas trop souvent, en se plongeant dans l'eau pas trop longtemps. La température ne peut pas dépasser 25 à 30 degrés, sinon c'est sur prescription médicale. Il ne faut pas y rester plus d'un quart d'heure, sinon la peau se flétrit, on s'affaiblit. Il faut avoir mangé longtemps auparavant. C'est des conseils que j'ai encore entendus quand j'étais enfant. Mes grands-parents me disaient « Oh là là, pas prendre ton bain, tu viens d'avoir mangé, hein. » Donc ce sont comment est-ce que je dirais, des réflexions, hein, qui sont liées à l'éducation et qui durent bien souvent beaucoup plus longtemps que l'évolution technologique elle-même. Et donc, ah oui, les cheveux, alors ça, les cheveux, ça, il faut surtout pas se les laver parce que sinon on les perd. Moi, je suppose que j'ai dû me laver trop souvent les cheveux, ça explique pourquoi j'en ai plus maintenant. Donc voilà, il faut pas les laver trop souvent. Et donc, on prend plus souvent un bain qu'on ne se lave les cheveux. Et donc, les cheveux, ben, on les coiffe, on les pommade, on les nettoie à sec. Et puis, le reste de la toilette, eh ben, c'est une toilette fractionnée. Une toilette qui se fait donc, comme je vous le montrais, devant le lavabo de la chambre à coucher, les mains, les pieds, le bout du nez, la tête, mais pas plus. Alors, qu'est-ce que tout cela donne lorsqu'on le met en perspective, hein? Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre cette arrivée, vous le voyez, à la fois complètement révolutionnaire et en même temps très, très prudente de l'eau dans les intérieurs entre la fin du 19e et le début du 20e siècle et nous aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'un bon siècle? Eh bien, la salle de bain, elle va progressivement se généraliser. D'abord dans les classes sociales aisées, à la charnière des 19e et 20e siècles, puis dans les classes moins privilégiées de la société dans l'entre-deux-guerres, et ensuite dans les populations moins aisées, même si les architectes, dès le début du XXe siècle, et surtout les architectes fonctionnalistes, vont réfléchir à des dispositifs qui permettent, de manière économique, en économie de place et en économie de moyens, de permettre aux populations laborieuses de disposer d'un endroit où ils peuvent effectuer leurs toilettes aisément. Ce qui va basculer dans l'architecture moderniste, c'est que la salle de bain va définitivement se retrouver du côté d'une vision hygiéniste et fonctionnelle. C'est-à-dire que ces hésitations qu'on a vues tout à l'heure, en quelque sorte, la baignoire doit-elle ressembler à un grand meuble, à la limite presque à un piano ou à un orgue, ou bien est-ce qu'elle peut réellement se présenter en tant que baignoire? Est-ce que le lavabo doit ressembler à une commode ou bien est-ce qu'il peut assumer sa réalité d'éléments fonctionnels qui n'est plus un meuble? Eh bien, le modernisme va trancher de manière définitive et je vous montre ici une des salles de bain modernistes les plus célèbres de l'histoire de l'architecture, celle de la Villa Savoie réalisée par Le Corbusier à la fin des années 1920. Ceci dit, vous remarquerez au passage, je ne sais pas si vous avez déjà noté cela, que la dimension de la salle de bain, lieu de repos, hein, repos après la fatigue occasionnée par le bain, est encore, je dirais presque en filigrane, présente dans ce dispositif moderniste, puisque cette belle vague noire que vous voyez à l'arrière-plan est en fait
la stylisation du lit de repos que l'on avait trouvé dans certaines salles de bain des alentours de 1900, mais là, des lits de repos en, avec des matelas rembourrés dans lesquels on faisait une petite sieste après avoir pris son bain. Donc, vous voyez ici, on se trouve dans une forme qui retient encore certains des éléments de la salle de bain de la fin du 19e siècle, mais dans une formulation totalement moderne. Formulation moderne qui s'inscrit elle-même dans une maîtrise désormais parfaitement assumée d'une architecture qui se veut de plus en plus industrielle et qui est branchée sur les réseaux et plus seulement sur le haut, mais vous le voyez sur ce croquis qui est lui aussi de la main du Corbusier, l'électricité, le gaz, le téléphone et évidemment également les égouts. Alors, ça donne des salles de bain de l'entre-deux-guerres telles que celles que vous voyez ici, qui datent celle-ci des années 1930, une salle de bain, vous le voyez, dans laquelle on n'a plus peur de présenter un intérieur froid, des murs carrelés jusqu'au plafond, blanc, une baignoire qui s'assume en tant que baignoire et des équipements sanitaires qui se présentent dans leur modernité. Enfin, modernité pour l'époque. Aujourd'hui, ça fait vintage, bien sûr, mais à l'époque, ce genre d'équipement est d'une très grande modernité. Et beaucoup de catalogues publicitaires présentent des salles de bain souvent très luxueuses. Celle que vous voyez ici, c'est le vrai luxe de l'époque, c'est-à-dire que c'est la salle de bain qu'on s'offre quand on veut vraiment du très bon. Alors, sanitaire, soit carrelage Villeroy et Boch, sanitaire probablement importé de Grande-Bretagne, la robinetterie également anglaise, avec les écrous qui correspondent, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Carrelage faïence au mur, grès cérame au sol, mais sans luxe, sans ostentation. Et puis les publicités souvent vous montrent des salles de bain extrêmement luxueuses. En fait, les matériaux qui plaisent, c'est la faïence, la mosaïque, le métal chromé, qui a beaucoup de succès, et puis alors évidemment les miroirs. Tout ça doit scintiller, tout ça doit apparaître propre. Le comportement dans la salle de bain devient plus détendu, comme dans cette publicité pour la marque de sanitaire standard qui ose vous montrer. Alors évidemment, l'individu déshabillé et à moitié déshabillé est un enfant, il ne faut quand même pas exagérer. Enfin, vous voyez ici, dans les années 1920, on montre la salle de bain comme une pièce plaisante à vivre, qui fait partie de la sphère d'habitation. Il y a d'ailleurs des petits rideaux à la fenêtre assortis au rideau de douche, la douche qui, elle aussi, a désormais droit de cité. Et donc, on sent bien à l'atmosphère qui ressort de cette image que désormais, la salle de bain est une pièce à la limite de la vie quotidienne, ce qu'elle n'était absolument pas à la fin du 19e siècle. Autre indice qui permet de percevoir cela, c'est cette image qui vous montre une salle de bain très comparable à celle qu'on a vue en photographie à l'instant, mais qui est tirée du Larousse ménager de la fin des années 20. Alors, si on vous montre dans le Larousse ménager une salle de bain, c'est qu'une salle de bain, c'est devenu quand même quelque chose de relativement courant. C'est plus une étrangeté, quelque chose de bizarre ou qui est réservé à une élite. C'est quelque chose, voilà, c'est un élément auquel, disons, tout utilisateur d'un dictionnaire est susceptible d'être confronté un jour ou l'autre. Et donc, vous voyez ici ce qui fait la salle de bain de l'entre-deux-guerres, et vous le voyez finalement, à part une plus grande intégration des éléments d'équipement, notamment le chauffe-eau, et puis aussi une limitation de l'encombrement. Les baignoires, les lavabos ne sont plus aussi grands et les salles de bain ne sont plus aussi énormes. Mais disons que l'essentiel des éléments dont on dispose dans une salle de bain actuelle se trouve déjà ici. Et puis, il y a la standardisation. Ici, vous avez une des pages du fameux ouvrage utilisé par les architectes pendant des générations, le Neufert, qui permet de disposer des mesures et donc de tracer aisément des plans. Et vous voyez que donc les éléments de sanitaire sont de plus en plus standardisés et donc facilitent évidemment le travail de l'architecte quand il doit concevoir les espaces destinés à ces fonctions.
Et donc, il y a une espèce de répétitivité du dispositif de salle de bain qui s'opère. Ce qu'on observe aussi sur ces photographies, c'est comment est-ce que je dirais, la concentration des fonctions. Vous voyez que désormais, toutes les fonctions liées à l'hygiène sont réunies dans une même pièce. Les WC sont la plupart du temps intégrés à la salle de bain, ce qui était inimaginable au 19e siècle. On se baignait dans la pièce où il y avait la baignoire, on se lavait les mains dans la petite pièce, dans le petit réduit où il y avait le lavabo, et on allait déféquer dans la pièce où il y avait la cuvette de WC. Mais chaque espace était tout à fait spécifique et on n'imaginait pas un mélange de fonctions. Pourquoi? Parce que les activités étaient fractionnées, comme je vous l'expliquais. On se lavait régulièrement les mains, mais on prenait quasiment jamais un bain. Et quand on allait aux toilettes, il fallait vraiment que les autres ne sachent pas qu'on y allait. De nombreuses publicités témoignent du caractère désormais si pas courant de la salle de bain, en tout cas du fait que la salle de bain devient quelque chose dont on peut rêver, qu'on peut rêver posséder. C'est plus quelque chose qu'on installe chez soi parce qu'il faut bien, c'est quelque chose dont on a envie. Quand on rénove une maison aujourd'hui, c'est encore le cas, on rêve d'une belle cuisine et d'une belle salle de bain. Eh bien, cette manière de concevoir ces équipements, on peut aller la rechercher dans la période de l'entre-deux-guerres. Je vous disais qu'on avait bien l'impression dans toutes ces publicités et ces photos que la salle de bain intégrait la sphère privée. Eh bien, on le voit confirmé par les plans. Ici, c'est le plan de l'étage de la maison Canel, une maison moderniste réalisée par l'architecte Louis Hermann de Koning dans les années 1930. Et vous le voyez, la salle de bain est directement accessible depuis la chambre à coucher. Elle est même accessible seulement depuis la chambre à coucher. Un dispositif que la plupart d'entre nous a déjà expérimenté, soit parce qu'il dispose d'une maison ainsi équipée, soit parce qu'il est descendu dans un hôtel et qu'une chambre d'hôtel s'est conçue de cette manière-là, avec la chambre à coucher et la salle de bain donnant directement dans cette pièce. Désormais, on n'a plus peur des équipements nécessaire à l'installation de la salle de bain et on n'a plus peur non plus de l'usage de la salle de bain. Parce que j'imagine que vous avez bien perçu que la peur est double. C'est la peur du dispositif et puis la peur de ce qu'on pourrait y faire. Ici, la salle de bain, c'est logique. Il n'y a rien de plus confortable que de sortir de son lit pour aller dans la salle de bain ou de sortir de sa salle de bain pour se plonger dans son lit. Voilà. Eh bien, c'est un dispositif qu'on ne trouve que depuis la période de l'entre-deux-guerres. Alors évidemment, quand on rêve d'une maison de ce style-là, on ne peut pas comprendre qu'on puisse vivre dans un hôtel de maître ou une maison bourgeoise de 1880. Puis vient la période de l'après-deuxième guerre mondiale et une époque magnifique pour les salles de bain, enfin je trouve, c'est la période des années 1970. Dans les années 50, les salles de bain ressemblent encore très fort aux salles de bain de l'entre-deux-guerres. Et même certains équipements, je veux dire certains appareils, les lavabos, les éléments, les tablettes, etc., sont encore les mêmes que ce qu'on voyait dans les catalogues des années 20. Par contre, dans les années 70, il y a une espèce je dirais, de renouvellement esthétique, de couleurs, etc. Les sanitaires deviennent plus originaux dans la forme, plus petits aussi, plus légers. Les accessoires deviennent un petit peu originaux, de fantaisie. Vous voyez qu'il y a des éléments qui rappellent même les pièces de vie de la maison. Ces appliques-là, on les aurait plutôt trouvées par le passé dans un corridor ou dans une pièce de vie, mais pas dans une salle de bain. Et la salle de bain devient vraiment une pièce qu'on meuble, dans laquelle éventuellement on met même des objets simplement pour décorer. La photo que vous voyez ici fait tout à fait années 70, non seulement pour la couleur, mais également pour l'usage qu'on en fait. Je pense que vous serez tous d'accord pour conclure que aujourd'hui, en regardant la photo, on va plutôt s'écrier « Oh, la couleur des carrelages !» plutôt que « Oh mon Dieu, une femme nue à l'avant-plan !» Parce que ça ne choque pas du tout, mais il faut se replacer dans le point de départ de notre réflexion. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans les manuels de savoir-vivre de la fin du 19e siècle, on explique aux jeunes filles que quand elles prennent un bain, elles doivent le faire avec une robe de chambre. Il n'est pas question de se baigner nu.
non pas tant parce qu'on pourrait les voir, puisque comme je vous le disais, on prend son bain seul, mais parce qu'elles pourraient se voir. Alors, entre le moment où on se baignait habillé parce qu'on ne pouvait pas voir son propre corps et les années 70 où une publicité, parce qu'ici c'est une simple publicité photographiée dans un magazine, montre de manière très chaste, bien entendu, une femme dans son bain, vous sentez évidemment l'évolution qui s'est produite. Et non seulement elle est nue dans son bain, ce qui nous paraît tout à fait normal, mais qui ne l'était pas à certaines époques, mais son mari est dans la pièce. C'est-à-dire qu'ils sont deux dans la salle de bain. Et la salle de bain, effectivement, devient une pièce dans laquelle les membres de la famille se croisent, qui n'est plus quelque chose qu'on doit absolument fermer à double tour quand on s'y trouve. Et donc, voilà, cette image vous témoigne d'une évolution d'une pièce dont on aurait pu se dire que finalement, ça a toujours été la même chose et que les comportements qui s'y déroulent ont toujours été les mêmes. On n'en est en fait rien du tout. Et c'est aussi ce caractère désormais beaucoup plus intime de la salle de bain qui rend possible d'imaginer qu'elle soit à proximité des pièces, ce qui lui permet désormais d'être au même niveau que les chambres à coucher, d'avoir une, voire même parfois plusieurs portes qui permettent d'accéder depuis non seulement la chambre des parents, mais également la chambre des enfants. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, et eh bien, on est dans une période, et la crise que nous avons connue a encore souligné cette réalité dans laquelle nous nous tournons vers notre intérieur et le confort de notre intérieur, et donc tous les magazines regorgent d'images qui vous montrent en fait des salles de bain qui sont à la fois beaucoup plus modernes et qui en même temps reprennent les codes visuels des salles de bain anciennes. Donc, vous voyez ici notamment quelques exemples qui vous montrent une espèce de néo-rétro comme ça, mais avec des salles de bain qui proposent un confort tout à fait moderne, ou bien alors un modernisme chic comme ça. Voilà. Mais vous voyez de nouveau ces salles de bain qui sont des pièces, quasiment des pièces de vie. On imagine des salles de bain. Bon, je sais bien que ce qu'on voit dans les catalogues, c'est rarement ce qu'on réalise, mais on imagine des salles de bain avec des grandes baies vitrées, on imagine des salles de bain avec des plantes vertes, on imagine des salles de bain dans lesquelles, à la limite, on peut s'installer pour lire un livre. Il y a une fonctionnalité beaucoup plus large que ce qu'on avait au départ à la fin du 19e siècle. Et puis, alors, on réfléchit aussi à des notions de confort, pouvoir prendre la douche assis, faire de la luminothérapie ou de la chromothérapie, disposer de bains massants, moussants, bullants, avec des programmations électroniques. Tout cela qui ajoute encore à la nécessité de réfléchir. C'est plus simplement un branchement à l'eau et à l'évacuation comme au 19e siècle, puis ensuite au gaz quand on a eu des chauffe-gaz, mais maintenant à l'électricité et y compris de la technologie embarquée dans les dispositifs que l'on installe dans nos salles de bain. Alors, tout ce confort et toute cette débauche technologique ne doit pas nous faire oublier qu'encore aujourd'hui, au début du 21e siècle, eh bien, certaines personnes n'ont encore, et même dans nos pays, pas accès à la salle de bain et même pas accès à l'eau, et que cette débauche de confort de certains, eh bien, elle entre en opposition parfois assez grinçante avec le dénuement d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je regrette évidemment de ne pas avoir pu établir le dialogue avec vous de manière directe, mais je pense que ça va être quand même en partie possible désormais. J'espère ne pas avoir été trop long. Et voilà, je suis à l'écoute de vos remarques, réflexions et questions. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir plongé dans le bain. C'était tout à fait passionnant. Il y a quelques questions qui sont venues pendant votre exposé. Donc, je vous rappelle, je vais vous passer les questions qui m'ont été transcrites par écrit. Vous pouvez toujours lever la main si vous voulez poser une question de manière orale et je vous donnerai la parole. C'est bien d'avoir un petit peu de présence auditive aussi.
Une question qu'on avait posée donc, par rapport aux toilettes, on en a posé plusieurs. Pourquoi cette différence avec la France? C'est vrai qu'en France, pendant longtemps, vous aviez les toilettes à la turque. Et Oui. chez nous, ben, quand vous traversiez la frontière, ben, on était dans le monde des toilettes à la turque. Et la Belgique, c'est plutôt le WC anglais. Alors pourquoi cette différence dans la construction des lieux entre les deux pays? J'avoue que j'ai pas la réponse à la question. Je ne connais pas la réponse. Effectivement, je l'ai constaté aussi, hein. Euh, je- euh, le, c'est plutôt nous, hein, qui différons en quelque sorte, hein, qui constituons une espèce d'exception, hein. On importe chez nous un dispositif d'un type différent. Euh, par contre, je sais pourquoi on est resté. Alors pourquoi est-ce que on a posé son choix sur ce genre de dispositif-là, alors que dans d'autres pays, on est resté avec des systèmes apparemment beaucoup plus sommaires. Par contre, je sais pourquoi ces dispositifs de WC qui nous semblent terriblement inconfortables apparemment, ont duré si longtemps, hein. Parce qu'il y avait quand même des arguments pour la conservation de ce genre de WC type dit à la turque. C'est qu'en fait, d'abord, c'est beaucoup plus facile à installer et moins onéreux. Euh, et c'est beaucoup plus facile à entretenir aussi. Et donc, certains détracteurs des WC tels que nous les connaissons, nous, c'est-à-dire les water closets à l'anglaise, eh bien, ont estimé que c'était en fait moins hygiénique parce que c'était plus difficile à entretenir, hein. Donc, pourquoi est-ce que chez nous en Belgique, on a plutôt choisi le système anglo-saxon? Il n'y a pas que dans ce domaine-là, hein, qu'on est très anglophile, hein. C'est probablement une part d'explication malgré tout, hein. L'influence des systèmes de confort. Par exemple, le, la loggia, la véranda, c'est quelque chose que les anglo-saxons apprécient particulièrement. Le bow window dans les maisons, qui est arrivé assez vite chez nous, c'est quelque chose qui vient de chez nous. J'aime souligner, parce que c'est quand même assez étonnant, que pendant assez longtemps, et y compris dans la littérature chez nous, en français, on écrit le mot confort, C-O-M-F-O-R-T, et pas N, c'est-à-dire comme l'écrivent les Anglais, et que donc, en fait, à cette époque-là, tout ce qui est anglais est bien, ou américain, hein. Les poêles de chauffage sont soit anglais, soit américains aussi, hein, ou du moins inspirés des modèles. Donc, ce n'est pas simplement la cuvette de WC que nous allons chercher ou recopier chez les Anglais, c'est tout ce que nous avons chez nous, hein. Maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi les Français, peut-être parce qu'ils ont une tradition qui est beaucoup plus franco-française et que donc il y a une espèce de réaction comme ça. Mhm. Euh, mais il y a aussi, et je réponds un peu à côté parce que j'y réfléchis en même temps que la question est posée, mais c'est assez frappant de constater que pour le chauffage, on a une situation un petit peu comparable. C'est-à-dire que, mais avec des influences autres. C'est-à-dire que dans nos régions, je dis dans nos régions parce que ça arrive avant même que la Belgique n'existe, dans nos régions, on adopte très rapidement le poêle. Quand je dis très rapidement, c'est même parfois dès le XVIIe, XVIIIe siècle, hein. C'est-à-dire le système de chauffage fermé, alors qu'en France, on ne jure que par la cheminée ouverte pour diverses raisons, hein, et qui fait et cette tradition de la cheminée ouverte va rendre la généralisation d'un système plus efficace et moins dangereux de chauffage fermé plus difficile. Donc peut-être, c'est une explication un peu bateau, hein, donc j'avance sur la pointe des pieds, mais peut-être que comment est-ce que je dirais, notre relative inexistence culturelle, hein, à la croisée d'autres cultures nous rend beaucoup plus perméables à des progrès technologiques, hein. Finalement, on n'a pas une tradition particulière de ceci ou de cela, donc quand on voit quelque chose qui convient, ben, on le prend. Alors, il y a des tas de précis en France sur les cheminées disant que les poêles, c'est scandaleux, ça ne va pas du tout, c'est désagréable, c'est tellement moins bien que, etc. Alors qu'en Belgique, on chauffe au poêle depuis très longtemps.
Mhm. Voilà. Oui, en Belgique, on va aux toilettes au pluriel, les toilettes et la Oui, toilette en France, au oui, singulier. oui, oui, Ouais, oui. c'est Oui, aussi. oui. C'est pas le Ouais. contraire. C'est le contraire. C'est nous qui disons la toilette. Et ce sont Ah les oui. Français qui disent les toilettes. Oui. Alors, une autre question qui est un peu liée à ça, c'est vrai que dans les exemples bruxellois que vous avez montrés, il y a, sauf peut-être dans le Larousse, il y a une absence du bidet. Ah oui, oui, c'est très intéressant, ça, l'absence du bidet. Donc, en fait, si vous avez été très attentif, dans les photos des salles de bain de l'entre-deux-guerres, on voit des bidets. Et il n'y en a pas avant. Et il n'y en a pas parce qu'on n'en met pas. Alors, le bidet, euh, c'est vraiment l'objet honteux. En fait d'abord, il y a deux choses. D'abord, le bidet, un accessoire de la toilette fractionnée, hein, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire quelque chose qu'on utilise quand on ne se lave pas complètement, hein, c'est-à-dire quand on ne prend pas un bain ou une douche. Or, comme je l'expliquais tout à l'heure, la toilette fractionnée, elle se fait devant le meuble lavabo, hein. Donc, on le fait dans sa chambre à coucher, voilà. Mais il y a une autre raison, et elle est écrite, hein, on la trouve dans les textes d'époque. C'est que le bidet, en fait, il a un usage bien particulier, hein, et spécifiquement auprès des femmes de mauvaise vie. Mhm. Et donc, posséder un bidet chez soi, c'est posséder un truc qui laisse supposer que les mœurs ne sont pas très défendables dans la maison en question. Et donc, on va projeter. Alors, je sais, j'ai du mal à considérer, à dire, est-ce que le bidet, c'est vraiment s'il est, hein, le bidet apparaît comme l'objet l'est par excellence. Or, si on regarde un bidet, finalement, ça ressemble quand même assez bien à une cuvette de WC sans la planche, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'un bidet serait plus laid qu'un WC? Non, en fait, il est honteux. Et c'est très frappant. Je me faisais cette réflexion-là encore il n'y a pas très longtemps. Euh, En ayant visité la villa Cavrois, construite par Mallet Stevens dans les années 1930, dans les salles de bain, il y a un dispositif extrêmement astucieux et complexe de bidets repliables, hein, qu'on peut ranger quand on n'en a pas besoin. Donc là, ils sont dans les salles de bain, mais ils se rangent. Et je repense à un autre exemple qui est la villa Kérilos, qui est construite euh, à la Côte d'Azur au début du XXe siècle, dans les années 1910, par l'architecte Pontremoli, qui est une villa folle, hein, une villa pour un grand intellectuel français helléniste qui se fait construire une villa grecque. Alors évidemment, on peut partir de l'idée que les bidets à l'époque de la Grèce, ça n'existe pas, donc il faut qu'on ne les voit pas dans les salles de bain, mais il y a quand même d'autres choses dans cette villa qui ne sont pas grecques et qui ne sont pas cachées. Et systématiquement, dans la salle de bain de monsieur et dans la salle de bain de madame, le bidet se trouve disposé sur un système de rails qui permettent de le rentrer dans un meuble qu'on peut refermer. Donc, quand il y a des bidets dans les salles de bain, ils sont littéralement cachés. On les sort comme on ouvre un tiroir et on les rentre quand on n'en a plus besoin. Donc, il y a ce côté euh, honteux d'un certain usage du bidet qui en rend la vue inadmissible. Et donc, soit ils sont proscrits, soit ils sont cachés. Mhm. Une autre question par rapport à, donc vous avez parlé des maisons, par rapport au mobilier urbain. Ouais. Donc, à partir de quand, comment se passe dans les grands magasins du début du siècle, du 19e siècle, ou dans les cafés par rapport aux toilettes? Et question autour des urinoirs publics, quand font-ils leur apparition et pourquoi? Euh, Alors, je ne sais pas quand ils apparaissent, la grande période des urinoirs publics, c'est la deuxième moitié du 19e siècle, hein. Euh, le Paris d'Haussmann, et puis à Bruxelles aussi, quand on modernise, les urinoirs publics sont installés. Euh, alors, une des choses qu'il faut avoir bien en tête quand on parle de ces équipements publics d'hygiène, euh, c'est qu'ils sont essentiellement réservés aux hommes, hein. Donc, il n'y a aucune
c'est encore un problème aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Mais à l'époque, je dirais qu'aujourd'hui, on le sait et on cherche des solutions. À l'époque, on ne se pose même pas la question. Les équipements d'hygiène à disposition du public sont essentiellement réservés aux hommes. C'est installé dans les villes à partir du moment où la question de l'hygiène se pose dans les villes. C'est-à-dire que finalement, tout apparaît plus ou moins au même moment. Hein. À partir des années 1850, les trottoirs, les égouts, les filets d'eau le long des trottoirs, une ville bien organisée, bien éclairée, bien aérée, etc. Quand on s'inquiète d'une hygiène publique, eh bien, on met à disposition des gens des dispositifs. Alors, pourquoi ces dispositifs? Et d'ailleurs, pourquoi réservés aux hommes? Ben, parce qu'évidemment, il n'y a que les hommes qui font preuve d'incivilité. Hein. Pourquoi est-ce qu'on met des urinoirs publics? Pour éviter qu'on urine de manière sauvage. Hein. Et qui urine de manière sauvage? Les hommes, donc on installe des urinoirs. Hein. Ce n'est pas nécessairement une raison autre que celle-là. Et donc, à partir du moment où on n'accepte plus, pour des raisons diverses, qui vont du souci de l'hygiène jusqu'à des questions de confort, que la ville pue, qu'elle soit sale à certains endroits, etc., eh bien, on met au point toute une série de dispositifs. Et alors, vous avez bien fait de parler de mobilier urbain, parce que ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est à cette époque-là qu'apparaissent des catalogues dans lesquels on voit des bancs, des fontaines Wallace, des abreuvoirs, des réverbères, des colonnes Maurice, des urinoirs et parfois des dispositifs hybrides hein, dans lesquels il y a plusieurs usages. Donc une colonne Maurice à l'intérieur desquelles il y a un urinoir ou un dispositif avec des bancs autour et des choses de ce genre-là. Donc, deuxième moitié du 19e siècle. Nous allons avoir à la fonderie donc une exposition de photos à la fin du mois de février, début mars, autour des urinoirs publics à Bruxelles actuellement. Donc, une exposition des photos de Patrice Nizet qui va s'appeler Peace and Love, puisqu'il va être en lien avec la réalisation de la Madame Pipi du bus Rebord. À voir. Peut-être une dernière question, puis je donne la parole à Monsieur de Vondel, je vois qu'il a levé la main. Par rapport au pot de chambre, par qui était-il utilisé? Par toutes les classes sociales ou bien simplement par des milieux bourgeois? Ou que faisait-on alors dans les milieux ouvriers? Est-ce qu'on avait aussi ce pot de chambre? Le pot de chambre, alors, il y a des pots de chambre chics et il y a des pots de chambre vraiment basiques. Hein, donc, il y a des pots de chambre avec un bord doré, très beau, dans des belles matières. Et puis, alors, il y a des pots de chambre vraiment basiques. Oui, c'était utilisé par toutes les classes sociales et c'est très ancien aussi. Hein, le pot de chambre, c'était avant qu'on ne dispose de tous ces équipements dont on a parlé, le pot de chambre, ça se vidait dans le jardin ou par la fenêtre, hein, sur la rue, hein, le matin. C'est en fait quelque chose de très ancien qui a perduré. Alors ça perdure toujours pour deux raisons. Ici, j'en ai expliqué une, c'est-à-dire que finalement, ces équipements qu'on installe dans la maison sont lointains. Et donc, c'est toujours mieux qu'avant de devoir mettre sa veste, son bonnet, sortir dans le froid pour aller au fond du jardin, etc. Mais enfin, ça constituait quand même encore à l'époque une aventure. Il faut quand même imaginer, ça je n'en ai pas parlé, mais il faut quand même imaginer que les maisons telles qu'on les conçoit dans les années 1880, 1900, 1910, quelque chose comme ça, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est incomparablement plus confortable que les maisons même du début du 19e siècle, mais c'est quand même très inconfortable par rapport à la notion de confort que nous avons nous aujourd'hui. Donc, par exemple, une cage d'escalier dans une maison de cette époque-là, c'est pas chauffé. Hein. Donc, si vous sortez de votre chambre à coucher, déjà qui n'est pas très chauffé, hein, en pleine nuit dans votre cage d'escalier en hiver, avec un peu de chance, il fait, je ne sais pas moi,
S'il fait 10 degrés dans la cage d'escalier, c'est vraiment très très bien. Il fait certainement mal. C'est pas éclairé non plus. Hein. Donc, on n'a pas comme aujourd'hui le télérupteur sur lequel on pousse et pouf, ça s'allume dans toute la cage d'escalier. Donc, sortir de son lit en pleine nuit pour aller aux toilettes à un demi-niveau plus bas, parce que les WC sont jamais au même niveau que, ça relève vraiment de l'aventure hein, et d'un inconfort profond. L'autre raison, et ça nous le vivons nous aussi, parce que si on s'observe nous-mêmes, on se rend compte qu'on fait ça, c'est que quand il y a une évolution technologique et que normalement il y a une évolution de comportement qui doit l'accompagner, le comportement évolue moins vite. Et donc on reste toujours attaché à des manières de faire plus anciennes. Hein. Et donc, on a beau disposer d'un WC, si on a toujours été habitué à avoir son petit pot de chambre à côté de son lit, ben on continue à utiliser le pot de chambre, même si à la limite, ça devient une aberration à un certain moment. Mais donc, la différence entre le pot de chambre enfin, les deux différences entre le pot de chambre du peuple, je dirais, le pot de chambre de l'aristocrate, c'est que d'abord, le pot de chambre de l'aristocrate, il est plus beau que celui du peuple, et puis celui de l'aristocrate, c'est le domestique qui le vide, tandis que pour l'autre, c'est l'intéressé qui le vide lui-même. Mais c'est la même chose. Voilà. Monsieur de Vondel, je vous donne la parole. Voilà. Je pense qu'on vous entend. Non, Attendez. le micro est coupé. Votre le micro est coupé. Je vois la petite Voilà. icône. Oui, Ok, oui. voilà. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonne soirée à tous. Tout d'abord, merci parce que c'était vraiment passionnant. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. J'ai deux, trois petites questions quand même. Je vous le dis, je suis dans la profession, mais il y a des mystères en fait. Et peut-être que vous allez me les élucider, ce que certains ne sont jamais parvenus à faire. D'abord, le premier, c'est pas un mystère, c'est une question qui m'intéresse très fortement. Je crois que vous l'avez dit, toutes mes informations corroborent parfaitement ce que vous avez dit, à savoir que la politique de l'égouttage et de la distribution date de 1855. Je crois que ça a été pris plus ou moins presque au même moment la décision par le conseil communal de la ville de Bruxelles, présidé par De Broecker. Oui, oui. En fait, ce qui m'interpelle très fort, c'est que dans ces deux domaines-là, ce soit la ville, donc un pouvoir organisationnel, je ne vais pas dire l'État, mais quelque chose qui s'en rapproche, qui a vraiment dirigé cette politique-là. Est-ce que les autres villes capitales proches, comme Paris, Londres ou Amsterdam, que vous avez citées, ont eu cette même approche institutionnelle ou ça a été privatisé assez vite parce que la France, on est habitué à ce qu'elle soit dirigée par deux géants privés, à part maintenant, ça a changé à Paris. Oui. En gros, il y a 20 ans, c'était soit l'un, soit l'autre. En Belgique, ça a toujours été un monopole, en fait. Oui. Effectivement, il y a deux logiques. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres villes. Par contre, si on prend le cas d'autres réseaux chez nous, on n'a pas toujours pris cette décision-là parce que, par exemple, pour l'eau, c'est clairement effectivement une décision des pouvoirs publics, mais presque à la même époque, un peu avant même, le gaz, hein, c'est une installation privée, c'est-à-dire que les autorités communales qui veulent qu'il y ait un dispositif de distribution de gaz, d'abord public et puis pour les particuliers, fait en fait un appel d'offres et il y a une société privée qui remporte le marché et qui installe le gaz. Donc, je ne crois pas qu'il y ait nécessairement une cohérence ou une politique spécifique. D'ailleurs, la ville de Bruxelles regrette son choix et plus tard dans le 19e siècle fait des pieds et des mains pour récupérer le réseau de gaz et pour finalement mettre la main sur ce dispositif et pour créer une usine qui va permettre de doubler en quelque sorte le privé et de récupérer la clientèle. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes européennes. Par contre, je constate que pour Bruxelles et de manière générale pour la Belgique, selon les réseaux, on se retrouve soit avec du public, soit avec du privé, soit avec un changement de l'un à l'autre, hein, selon qu'on estime pertinent de faire l'investissement ou pas. Ou de tenter bêtement l'aventure en se disant est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est risqué, est-ce que ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà. Donc je ne connais pas la réponse à la question. Ça restera une énigme.
La deuxième chose qui m'a marqué très fort dans ma carrière, quand je suis arrivé à la compagnie fin des années 80, début des années 90, on était marqué avec les vieux qui nous expliquaient bien les responsabilités des raccordements. Ce qu'on a appelé, nous, à l'époque, c'est un terme très barbare, ARNR, à savoir ancien règlement, nouveau règlement. Pourquoi? Simplement parce que jusqu'en 1967, la régie, on va dire, ne posait le branchement que jusqu'à l'entrée du domaine et n'était responsable que de ce branchement-là. C'est ça. Et depuis 1967, ça c'est une règle, on a été jusqu'au compteur. Est-ce qu'il y a une différence philosophique? Je me suis souvent dit, tiens, c'est vrai, comment est-ce qu'une société d'eau publique peut être responsable de quelque chose qui peut se trouver et qui se trouve maintenant à l'intérieur même de la propriété privée, ce qui n'était pas du tout le même cas de vue dans l'histoire. Ah ben vous me l'apprenez, moi je pensais que comment est-ce que je dirais, que la société était responsable de ça jusqu'au compteur. Ah non, historiquement pas. Historiquement pas, voilà. Par contre, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, de ce qu'on lisait dans les textes d'époque, qu'en fait, les gens, il y a quelque chose presque de psychanalytique là-dedans, en fait, que les usagers vivent extrêmement mal le fait que l'enveloppe de leur maison est percée par quelque chose qui vient de l'extérieur. Que donc le réseau, à partir du moment où il entre dans la maison, doit de toute façon leur appartenir, mais que même le simple fait qu'il soit physiquement lié à constitue une espèce de, comment est-ce que je dirais, une espèce de cheval de Troie qui entre dans la maison. Et les éventuelles errances de gestion du réseau pourraient alors à ce moment-là avoir une incidence sur la maison. C'est très frappant de le constater aussi, alors que pourtant c'est de l'ordre à ce moment-là purement du sonore et pas du physique, avec l'arrivée l'irruption du téléphone dans les maisons. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle aussi, tout se concentre sur une même époque où il y a des gens qui refusent d'avoir le téléphone chez eux parce que le téléphone, c'est soudainement l'irruption de la voix de quelqu'un dans l'espace de la maison, alors que jusqu'à présent, pour que quelqu'un parle dans votre maison, il fallait que vous l'ayez autorisé à entrer chez vous. Tandis qu'ici, eh bien, il fait sonner quelque chose à distance et on entend sa voix à l'intérieur de la maison et c'est quelque chose qui est perturbant et à la limite pour certains totalement inacceptable. Donc, cette distinction-là de cette distance qui désormais est de la responsabilité de l'un plutôt que de l'autre, je l'ignorais, mais par contre, ça entre complètement en écho avec cette idée qu'un sens de la propriété qui est vraiment extrêmement aigu, et qui fait qu'on considère que tout ce qui est dans la maison appartient à celui qui la possède et qu'à la limite, elle devrait même ne pas pouvoir être traversée par un réseau. Oui. Et je vous faisais écho parce que quelque part, ce qui est marquant aussi dans ce que vous avez dit, c'est que donc vous avez votre branchement qui est de la responsabilité du fontainier qui est dans l'espace public, oui, qui est poursuivi par la canalisation privée qui est de la responsabilité du tiers, c'est-à-dire du plombier. Et ce que vous avez dit, qu'on installait finalement toutes les pièces d'eau à l'arrière. oui. C'est assez paradoxal, ça voulait dire en fait que logiquement, ça aurait dû être devant puisque c'est ce qui engendrait le moins de travail. Eh bien non, on faisait tous ces travaux de plomberie finalement interne pour aller les alimenter à l'arrière. Oui, tout à fait. Tout passait sous la maison et puis remontait à l'extrémité, tout à fait derrière. Enfin, disons de manière, je ne dis pas que c'était une règle absolue, mais disons que le dispositif le plus fréquent, c'était celui-là. Et tout ce qui concernait d'ailleurs l'eau se trouvait à l'arrière de la maison. La citerne aussi, finalement, qui était dans le jardin. Et donc, la pièce où on s'occupait de tout ce qui concernait le ménage, où on faisait la lessive, la vaisselle, quand on n'avait pas de salle de bain, où on se lavait, etc. C'était la pièce qui se trouvait à l'arrière vers le jardin. La salle de bain se trouvait effectivement en annexe à l'arrière. La citerne se trouve à l'arrière. Et donc, tout
tout le dispositif, et alors c'est amusant aussi parce que ça c'est dans l'autre sens, mais il y a une explication, les évacuations d'eau de pluie aussi, hein. D'ailleurs c'est très bien parce que ça remplit la citerne, mais il y a des réglementations qui interdisent d'avoir des descentes d'eau en façade pour des raisons notamment esthétiques, et donc en fait le système d'évacuation d'eau des toitures va vers la toiture à l'arrière et part dans l'égout, et de ce fait, en plus, rince l'égout en passant par en dessous de la maison. Donc, effectivement, tout passe par en dessous de la maison. Ce qui arrive et qui monte, et ce qui ressort et qui repart. Très intéressant. Et enfin, bon, la dernière, mais c'est plus à titre vraiment anecdotique, mais ça nous a aussi fort marqué parce que c'était tout à fait illogique. Peut-être que des gens qui ont fait des déménagements le savent. Pour ce qui est de notre société, quand on devait faire une affectation, alors l'affectation, je me l'explique très facilement, vous avez une maison avec un appartement à gauche et à droite, comment choisir la gauche et la droite? Ah oui, par Chez rapport à la nous, rue ou par oui, rapport… Ouais, ouais. nous étions les seuls jusqu'à l'année passée, je pense, ça vient de changer, à toujours dire c'est gauche ou droite dos à l'immeuble. Ce qui est Ah tout oui. à fait le contraire de Sibelga, nos confrères de l'électricité. Parce que ça, c'est vraiment la question piège. D'où cela vient? Eh bien, les anciens disaient c'était simplement parce que la Compagnie des eaux de Bruxelles était une des premières, avait copié Londres, et comme à Londres, Ah ils oui. font tout de travers, on avait fait de travers. Mais je ne sais pas, c'est vraiment l'anecdote, c'est très amusant. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en architecture, enfin, je veux dire, voilà, en architecture, quand on décrit un bâtiment, hein, il y a une règle qui dit que quand on parle de aile droite ou aile gauche, ou droite ou gauche, on le fait face au bâtiment, hein. Donc ça, c'est la règle habituelle. Donc voilà. Mais oui, allez savoir si la raison est anglo-saxonne ou pas, je n'en sais rien. Ok, Mais mais non, ouais, je vous ai dit, hein, c'était c'est assez de étonnant. l'ordre anecdotique. Mais Ouais, ça, ouais. pendant un siècle, on a vécu avec Mhm. ça. Et maintenant, on a inversé, alors, c'est ça. Ah, ça fait vraiment 6 mois qu'on a décidé, ben non, on fait comme tout le monde, mais bon, on a dû choisir une date bien précise et dire, bon, à Mhm. partir de ce jour-là, on fait l'inverse, parce que les gens ne s'y retrouveraient évidemment plus, quoi. D'accord. Mais dans les formulaires de déménagement, c'était bien inscrit jusqu'il y a 6 mois encore. Ah oui, eh bien. Mais voilà peut-être la matière pour une nouvelle conférence l'année Oui, oui, tout à fait. prochaine, hein. Mais oui, mais Donc, c'est très intéressant. Moi, je me dis que l'expérience de gens qui ont travaillé dans ce domaine spécifique, ça vient compléter en fait la vision de l'historien d'une manière tout à fait passionnante. Et je pense que vous pouvez même, enfin, ce n'est que mon opinion personnelle, construire la ville de Bruxelles du XXe siècle, son évolution en fonction de la façon dont on a évolué aussi au niveau des matériaux. C'est assez impressionnant parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le dédoublement des conduites, alors qu'avant on ne posait qu'une conduite en plein milieu de la voirie, on y a aussi souvent pensé. On se dit, ah oui, tout d'un coup, il y a eu de la mobilité, donc si on avait une conduite en plein milieu de la rue et qu'elle pétait, ben, c'était toute la rue Mhm, qui était bloquée. mhm, Ah, mhm. donc ça veut dire que les générations suivantes les ont mis dans le trottoir. Il y a Ah matière, oui, mais bon. mais il y a un apprentissage évidemment, hein, il faut se replacer dans un contexte où au moment où on fait ce genre de choses-là, on n'a pas d'expérience, hein, et donc oui, tout à fait, oui, effectivement. Mais la question de la manière d'où on dispose les impétrants dans l'espace public, il est fort à parier que dans le réaménagement des voiries, y compris dans leur comment est-ce que je dirais, dans leur profil, hein, puisque désormais la logique séculaire du trottoir en légère pente, chaussée un peu en dos d'âne et puis trottoir symétrique de l'autre côté est terminé et qu'on fait plus des pleins pieds, des choses de ce genre-là, on va repenser également toute la manière de distribuer les choses invisibles, mais dont les gens de métier savent qu'elles existent en sous-sol. Rien que, par exemple, pour l'évacuation d'eau, c'est assez frappant de se rendre compte qu'on revient, dans certains cas, à un système de filet d'eau central avec un égout au centre, qui était en fait un dispositif ancien qu'on a abandonné au profit d'un dédoublement avec des évacuations d'eau de part et d'autre, hein, parce que les profils de voirie se font désormais différemment. Donc, je crois
qu'on n'a pas fini de réinventer tout ça. Eh bien, nous vous réinviterons certainement à la fonderie pour parler de tout ça. Je pense qu'on va en rester ici ce soir. Il est l'heure de nous quitter. Je vous rappelle que nous pourront peut-être rester dans le bain lors de la prochaine conférence, puisque ce sera Sophie Richel, qui est une des commissaires de l'Expo, qui viendra nous parler des bains publics. Donc, on va rester dans des thématiques qui suscitent beaucoup d'intérêt. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire à la Fonderie. Il me reste à remercier très chaleureusement Vincent Hemmens pour son expertise et ses qualités d'orateur, en espérant vous revoir bientôt en vrai. Un tout grand merci et une excellente soirée. On se reverra peut-être dans l'exposition au Ça ne coule pas de source. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous aussi et à bientôt, j'espère. Au revoir.